L'invité des matins, Jean-Pierre Levade, bonjour. Bonjour. Vous publiez France État critique avec Pierre-Antoine Delomé. C'est publié chez Plomb, collection Tribune Libre. Vous faites tout un état, une sorte de réponse d'ailleurs à Jean-Pierre Chevènement dans ce livre qui vous avait attaqué d'être un des grands responsables au fond de la dérégulation en France de l'économie avec le tournant de la rigueur en 83. Mais enfin tout de même, nous allons profiter de vous pour évoquer ce matin l'actualité italienne, rebelote on pourrait dire. On prend l'actualité de la semaine dernière, on remplace la Grèce par l'Italie, et on y est presque. Oh, je simplifie sans doute, vous rectifierez, Jean-Pierre Levade, mais enfin voilà, donc on le sait, l'agence de notation Standard & Poor's a donc annoncé dans la nuit de lundi à mardi avoir abaissé d'un cran de A+ à A la note de l'Italie en raison de faibles perspectives de croissance et puis aussi pour des considérations politiques en raison de la fragilité de la majorité de M. Berlusconi. Le plan d'austérité italien, qui avait été pourtant adopté mercredi dernier par le Parlement et même augmenté depuis juillet dernier, n'y a donc rien fait. Et pas de chance, on sait maintenant, on apprend, on voit que les banques françaises sont encore plus exposées à la dette italienne qu'à la dette grecque. C'est justement l'ancien président d'une grande banque française, le Crédit Lyonnais, Jean-Pierre Levade, que nous recevons aujourd'hui pour nous éclairer. Je précise encore une chose, parce que certes, banquier et aujourd'hui banquier d'affaires, on vous invite aussi pour votre autre casquette. Vous avez été directeur adjoint du cabinet de Pierre Brogrois en 1981, conseiller économique du Premier ministre et longtemps professeur d'économie à Polytechnique avec de nombreux ouvrages à la clé. Et puis en politique, il n'est pas facile tout à fait de vous suivre, mais vous avez soutenu François Bayrou en 2007, rejoint son équipe de campagne au MoDem, et puis vous voici aujourd'hui, apparemment, soutien de François Hollande pour la primaire socialiste, mais ça nous en parlerons tout à l'heure. Peut-être d'abord avec vous, Jean-Pierre Levade, la dégradation de la note italienne, le scénario d'une faillite grecque. Commentaire? Je pense que la réaction de Standard & Poor's est un résumé de la vision générale des prêteurs des marchés. Quand on dit les marchés, il ne faut jamais oublier que ce sont les prêteurs vis-à-vis de ce qui se passe en Europe. Nous avons un problème de gouvernance en Europe, de direction. Standard & Poor's dit la gouvernance italienne n'est pas rassurante. Pour deux raisons, et économique et politique. Mais, si vous prenez l'ensemble... Standard & Poor's a le droit de se mêler de politique. Bien entendu. C'est une appréciation qualitative extrêmement importante de savoir si un pays ou une région est bien gouverné ou mal gouverné. Or, actuellement, si vous prenez l'ensemble de l'Europe, il y a un excès de dette publique, on y reviendra certainement, il y a un excès de dette publique partout en Europe, et il y a un ensemble de dirigeants politiques européens qui sont incapables de se mettre d'accord sur la façon de traiter la résorption de cet excédent. La Grèce étant, si je puis dire, l'abcès de départ. Mais la Grèce, c'est 2% du PIB européen. Donc si les dirigeants politiques européens sont incapables de se mettre d'accord pour résoudre un problème qui représente 2% du PIB, eh bien, on voit bien effectivement comment naît l'inquiétude chez l'ensemble des prêteurs. Oui, mais d'ailleurs, on n'arrive pas encore très bien à se dépêtrer tout de même de ce paradoxe, Jean-Pierre Levade, vous venez de le dire. 2% seulement, et 2% pourtant qui ont l'air de tout mettre par-dessus tête dans les opinions et les façons de régler cette question-là. C'est rien ou c'est tout, 2%? C'est la réponse qui est tout. Et pour l'instant, la réponse n'existe pas. Mais pourquoi elle n'existe pas si c'est pas si grand-chose que cela, ces 2%? Sur les principes, c'est très important parce que, de mon point de vue, il n'y a qu'une façon de traiter le problème. Ça fait plusieurs mois que je le dis ou que je l'écris. Vous dites, nous sommes dans une zone euro, nous sommes tous solidaires. Donc nous, ensemble des pays européens, on prend en charge d'une manière ou d'une autre la dette grecque et on met la Grèce sous tutelle. C'est la seule possibilité. Et quand on dit, mais non, mais on ne sait pas, mais on va aider pendant 6 mois, et puis ça va s'arranger, et puis les prêteurs vont contribuer, et puis les banques vont porter une partie de la charge, et puis... C'est pas une réponse, c'est de la confusion. Un ancien président du FMI avance l'idée qu'on pourrait éventuellement effacer cette histoire de dette grecque. C'est une très mauvaise réponse, parce que effacer la dette grecque, ça veut dire que les prêteurs se trouvent en face d'un non-remboursement de la dette grecque. Si vous faites ça, le lendemain,
vous avez le même phénomène sur le Portugal, le jour d'après sur l'Italie et le jour encore d'après sur la France. Et façon nos dettes, quoi. Mais ça s'appelle un défaut. Ça s'appelle un défaut. Ça s'appelle un défaut. Je peux vous dire, puisqu'on est sur France Culture, un des grands défauts de l'histoire monétaire, c'est Philippe II d'Espagne. L'Espagne était alors une des toutes premières puissances mondiales, sinon la première. L'Espagne de Philippe II a fait défaut sur sa dette. On n'a plus parlé de l'Espagne pendant 3 siècles. Alors pour revenir à l'Italie et aux conséquences que cela peut avoir sur la France, on sait que l'exposition des banques françaises donc à la dette italienne a été certes réduite, mais que le phénomène reste assez important. Par exemple, le BNP Paribas est la banque la plus exposée puisqu'elle détient pour 20,8 milliards d'euros de titres de dette italienne. Au 30 juin, le Crédit Agricole avait ramené son exposition à 8 milliards d'euros et quant à la Société Générale, son exposition atteignait au 9 septembre 1,5 milliard d'euros. Bon, comment vous voyez-vous cette situation-là, justement, avec la dégradation de l'Italie ? Je répète, il faut trouver une réponse politique et il faut arrêter ce mouvement de détérioration parce que non, mais ce que vous dites, mais là, les banques françaises... Ce que vous dites des banques françaises est vrai de l'ensemble des banques européennes. Vous prenez la dette européenne qui est en gros de 80% du PIB européen, donc elle doit être en gros de 8 000 milliards d'euros. 8 000 milliards d'euros. Il y a un tiers de cette dette publique qui est portée par le système bancaire européen. Donc vous voyez bien que si on ne résout pas le problème de la dette publique, le système bancaire européen, pas seulement les banques françaises, tout le système bancaire européen explose. Michel Pébreau, qui est président du conseil d'administration de BNP Paribas, disait hier sur RTL qu'il n'y avait pas besoin de recapitaliser la banque et que l'Italie allait naturellement faire face à sa dette. Dans le scénario optimiste où on a enfin une réponse politique, oui, mais la réponse politique n'est pas encore là. Et la réponse politique, elle servirait quoi? À notamment calmer ce qu'on appelle l'acharnement des marchés? Bien entendu, à rassurer les marchés, à rassurer les prêteurs. Sur le thème, nous sommes tous ensemble, la zone euro, nous faisons face collectivement et solidairement. Parce que dans votre livre, je vais tout de même vous taquiner un petit peu, quand vous dites cela, vous semblez tout de même, par moments, vous ranger au fond à la logique des marchés prédateurs. Vous n'avez dans votre livre État critique chez Plon, France État critique, aucune pitié pour l'endettement public. Aucune. Et les marchés non plus. Mais les marchés, quand on doit leur rembourser de l'argent et qu'on n'aime pas cette idée-là, on les appelle les marchés pour les critiquer. Mais les marchés, c'est d'abord les gens qui vous prêtent. Ce sont les prêteurs. Quand l'État français, comme l'État italien, comme l'État espagnol, vont tous les ans sur le marché chercher des centaines et des centaines de milliards d'euros pour financer le solde budgétaire de l'année où les dépenses sont supérieures aux recettes, ils ne parlent pas des marchés. Ils disent les prêteurs, les épargnants, il faut prêter l'épargne, on a besoin de l'épargne française. Monsieur Balladur a été éloquent là-dessus. Tous sont allés chercher l'épargne française pour financer des déficits budgétaires successifs. Alors, quand le déficit cumulé, la dette publique devient trop élevée, on dit « Ah, les marchés, les spéculateurs, les gens qui nous attaquent, c'est scandaleux, c'est à eux de payer, c'est eux qui doivent supporter le... » Je suis le premier à avoir écrit il y a très longtemps un livre contre la spéculation. Je reste farouchement opposé aux techniques financières de spéculation et je pense qu'on devrait en supprimer un certain nombre. Mais le prêt doit être remboursé. C'est une des règles de la société. Bon, je vous cite à page 166, vous dites « Le meilleur moyen pour un État de ne pas être soumis à la dictature des marchés, c'est de ne pas être endetté. » Bon, mais enfin, concrètement, du coup, ça veut dire qu'il faut imposer une cure d'austérité dont vous voyez bien qu'elle n'est pas sans susciter des réactions, des oppositions et des remous de par toute l'Europe, jusqu'à notamment au cœur, par exemple, de la campagne des primaires socialistes. Bien sûr, mais vous allez me trouver affreux. Mais quand on a pris l'habitude de vivre au-dessus de ses moyens et qu'on vous dit qu'il faut restreindre votre train de vie pour retrouver l'équilibre, on n'apprécie pas en général, on proteste. Eh bien, c'est normal que les populations protestent, mais en même temps, cet effort est inéluctable. Et pour montrer qu'il y a un côté très positif, à terme, cet effort de remise en ordre des finances publiques est une condition préalable pour retrouver un taux de croissance convenable.
Tant que la France ne remettra pas de l'ordre dans ses finances publiques, je peux vous garantir qu'elle n'aura pas un taux de croissance supérieur à 1 ou 1,5%, comme elle a depuis 10 ans. Et cela, dans l'air du temps, vous pensez que les opinions publiques peuvent y être sensibles, hein, comme vous le dites, hein, il faut expliquer clairement dans la transparence la nécessité de contribuer à un effort national. Et vous citez pour cela, au fond, l'exemple britannique avec Cameron, James Cameron, qui s'est fait élire, dites-vous, sur un projet dont le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il ne promettait pas de raser gratis. Même chose au Portugal, je vous cite, où le pouvoir a changé certes de main en 2011, mais avec l'annonce par les vainqueurs d'une austérité renforcée. Oui, et puis je peux prendre aussi l'exemple allemand. Les Allemands ont eu un défi historique formidable à relever qui a été la réunification, qui représentait un coût extraordinairement important, de l'ordre probablement de 15% de leur PIB. Ça a été un effort budgétaire formidable sur 10 ou 15 ans, une perte de compétitivité immédiate parce que l'Allemagne de l'Est avait un niveau de productivité extrêmement faible. Ils ont relevé le défi. Et Schröder, social-démocrate, homme de gauche, comme moi, Schröder a été le premier, il y a laissé sa carrière politique, mais il s'est comporté en homme d'État, c'est le premier à prendre le virage en 2003-2004. Et l'Allemagne, aujourd'hui, est dans un État beaucoup plus prospère que nous et aura, dans les années à venir, un taux de croissance supérieur au nôtre. Et tenez, regardez, Alain Gérard Slama est resté avec nous. Je le vois brûler de vous poser une question, Alain Gérard. Et oui, parce que l'éternel problème, ce discours-là, il est évident, je pense, et je le partage en tout cas, mais l'austérité, ça veut dire aussi qu'il y a des seuils à ne pas dépasser, parce qu'on prend le risque de casser la croissance. Et l'Allemagne du plan Schröder, le fameux plan 2010, qui était un plan évidemment extrêmement courageux, c'était un plan nuancé, et dans une période quand même qui n'était pas une période de rupture complète de la croissance. Malheureusement, nous n'avons pas, nous en France, les moyens, me semble-t-il, de pratiquer une politique d'austérité. Jean-Pierre Levade. Sans prendre ce risque. Jean-Pierre Levade. Je pense que Gérard Slama est victime, pour une fois, je vais le critiquer, est victime d'une idée reçue, mais qui est très 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 bien installée, très fortement installée. Et ce livre que je viens d'écrire, c'est presque une lutte permanente contre cette idée reçue-là. En France, on associe l'idée de croissance à l'idée de consommation. La consommation, on le voit sous la plume de beaucoup d'économistes et de quasiment tous nos hommes politiques, la consommation est considérée comme le moteur de la croissance. C'est une idiotie absolue. Le taux de croissance d'une économie, c'est son taux d'investissement. Et oui, mais justement. Mais pour investir, il faut consommer un peu moins pour déplacer l'équilibre en direction de l'investissement. Investir, ça veut dire effectivement faire de la recherche et de l'innovation produit dans les entreprises. Quelle est la faiblesse majeure de l'économie française ? Nous avons le même taux de recherche publique par rapport au PIB que les Allemands ou que l'Europe du Nord. Nous avons un taux de recherche privée dans les entreprises, c'est-à-dire un taux d'innovation produit dans les entreprises, produits nouveaux, qui est la moitié de celui de l'Allemagne. Et donc, si nous ne sommes pas capables de fabriquer de nouveaux produits, nous n'aurons pas de croissance. Ah oui, parce que vous l'avez rappelé, Jean-Pierre Levade, nous y reviendrons dans la deuxième partie, donc toujours vraiment homme de gauche. Hein. Absolument. Ouais. Mais les yeux ouverts, rajoutez-vous. Absolument. La lucidité me paraît être une nécessité absolue dans des temps difficiles. Et pas du tout le responsable, en 1983, d'un tournant de la rigueur qui a fait la place belle à la dérégulation financière, habillée avec quelques couleurs roses. Hein. La réponse à Chevènement, dans votre livre. Chevènement confond volontairement, à mon avis, des choses totalement différentes. Oui, je suis l'un des artisans du tournant dit de la rigueur en 82-83, j'ai toujours personnellement été opposé à la dérégulation des marchés financiers. 8h16 les matins de France Culture avec donc Jean-Pierre Levade, le temps du débat avec Alain Gérard Slama et Brice Couturier et la chronique de Brice Couturier. Bonjour Brice. Bonjour Marc. Jean-Pierre Levade, vous faites avec ce livre un pari risqué. Vous appelez vos amis de la gauche gestionnaire à tenir lors de la campagne électorale ce que vous appelez
un discours de vérité. Or, votre discours de vérité est fondé sur un diagnostic très noir, super décliniste de l'état économique de notre pays. À côté de vous, Nicolas Bavrez ferait figure de Guéluron. À vous lire, notre État croule sous une dette qui lui a permis de vivre à crédit sous le parapluie de l'euro, mais qui n'est plus soutenable. Notre fameux modèle social, lui aussi, s'est avéré d'autant plus généreux qu'il était financé de plus en plus par des dettes, de moins en moins par des cotisations. Vous jugez la France en panne de compétitivité parce que les Français ne travaillent pas assez et que nos entreprises dégagent des marges trop faibles pour demeurer innovantes. Vous accusez la classe politique, toute famille confondue, d'avoir sacrifié notre tissu industriel à l'utopie d'une économie de services qui n'est pas dans nos moyens. Enfin, vous partez en guerre contre une idéologie largement partagée à gauche mais aussi à droite, le keynésianisme qui a servi à combattre efficacement la crise des années 30, mais dont vous nous dites qu'il n'est pas opératoire face à la crise actuelle. Le keynésianisme en question consiste en effet à soutenir la consommation des ménages à crédit en creusant le déficit budgétaire avec l'espoir que la croissance revienne et avec elle le plein emploi, ce qui permettrait donc de rembourser les dettes publiques par l'augmentation mécanique des recettes fiscales. Or, la crise actuelle ayant été provoquée par une bulle de l'endettement, celle des ménages américains, consommant à crédit grâce aux largesses de la Fed, il serait surprenant qu'elle puisse être résolue par de l'endettement supplémentaire, celui des États. À vous le dire donc, il faudrait changer de logique, abandonner une politique de soutien à la demande pour une politique tournée du côté de l'offre, c'est-à-dire de la production, et de nous recommander de nous mettre à l'école de nos amis allemands qui ont en effet opéré un rétablissement spectaculaire de leur économie depuis la mise en œuvre des réformes de l'agenda 2020. Quiconque a lu le livre-programme de François Bayrou 2012 État d'urgence y reconnaîtra l'essentiel des idées qui défend le candidat au présidentiel du MoDem. Vous écrivez par exemple, Jean-Pierre Levade, « La gauche augmente les dépenses, la droite diminue les impôts et personne ne se préoccupe du solde. » Je suis désolé, mais ça, c'est du Bayrou pur sucre. Or, Jean-Pierre Levade, dois-je vous le rappeler, vous avez démissionné avec fracas de vos responsabilités au MoDem et vous êtes retourné auprès de vos amis socialistes. Aujourd'hui, vous participez aux travaux du think tank Terra Nova et vous soutenez la candidature de François Hollande. Alors je vois bien ce que vous cherchez. Vous voulez éviter à vos amis socialistes de connaître la réédition de la pénible expérience du tournant de la rigueur dont vous avez été, on le rappelait à l'instant, l'un des artisans en 1983 en tant que conseiller du Premier ministre de l'époque, Pierre Mauroy. Vous les prévenez, vos amis socialistes, du reste, qu'une tentative de relance par la consommation dans le genre de celle de 1981 ne serait plus tolérée par les marchés financiers dans la situation économique qui est la nôtre aujourd'hui. En effet, les taux d'intérêt grimperaient très très vite au-delà du supportable, nous précipitant dans une situation à la grecque. Mais, Jean-Pierre Levade, on n'a jamais vu dans notre histoire politique la gauche gagner en proposant de sacrifier les salaires, de réduire la voilure de l'État-providence et d'augmenter les marges des entreprises. Croyez-vous vraiment que le PS puisse gagner les élections en ne promettant à son électorat que de la sueur et des larmes ? Jean-Pierre Levade, alors vous avez déjà un peu répondu à la question tout à l'heure, mais allez-y, je vous en prie. Vous avez l'air extrêmement satisfait de la chronique. Je trouve le résumé du livre parfait, merci, parce que le résumé est lumineux. Pour répondre à votre interrogation, il y a quand même quelques éléments d'espoir dans ce paysage triste. Il y a des pistes. Et les éléments d'espoir, précisément, ils sont aujourd'hui dans le discours politique, ce qui est pour moi une bonne surprise. Il y a deux hommes politiques qui tiennent un discours finalement très similaire au mien sur le fond. François Bayrou, vous l'avez rappelé, je peux vous dire que nos deux livres ont été écrits de manière totalement indépendante. Il y a des convergences frappantes. Nous parlons régulièrement, nous savons que nous avons beaucoup d'idées communes, mais nous ne savions pas réciproquement qu'on était en train d'écrire un livre chacun. Les deux livres sont en cohérence absolument parfaite, pour ne pas dire en symbiose. Et puis de l'autre côté, à gauche, il y a un candidat aux primaires qui a été extrêmement clair, qui est Manuel Valls, qui tient le même discours. Et donc, au premier tour des primaires socialistes, je voterai Manuel Valls. Il n'y a aucun doute là-dessus. Je pense, deuxième tour, malheureusement Manuel Valls risque de ne pas y être, je pense que je voterai au deuxième tour pour François Hollande. Je crois que François Hollande est parfaitement lucide sur le diagnostic. Mais peut-être que lui est sensible à ce que vous dites, c'est-à-dire se pose la question de savoir si
la population, si le peuple est prêt à entendre un discours de vérité au sens plein du terme. Je pense que vous avez vu dans mon livre la citation initiale de Pierre Mendès France, que je trouve extraordinaire, qui dit, en gros, on ne peut gouverner que dans et par la vérité. Ça ne lui a pas tellement réussi, il a gouverné moins d'1 an. Je sais, mais je dis parfois que peut-être on peut me convaincre qu'il faut ne pas dire toute la vérité pour être élu, mais je suis sûr que si on a menti, on ne peut pas gouverner. Et donc là, je vous retourne votre propre contradiction. Où se trouve le bon compromis entre... Je ne dis pas de mensonges sans dévoiler la totalité de... Enfin, il faut faire rêver un peu quand même pour être élu. Ah, mais je suis prêt à faire rêver. Avec quoi? Mon chemin. Mais je dis aux Français, si vous vous retroussez les manches, si vous acceptez l'idée qu'il faut refabriquer une économie de production au lieu de rester dans une économie de services, de finances et de consommation, si vous revenez à la production, aux rigueurs et aux beautés de la production, si l'effort que vous avez fait pour développer une industrie aéronautique et spatiale, vous l'appliquez à d'autres industries, si la réussite que vous avez dans le luxe, vous l'appliquez à d'autres industries, eh bien, vous aurez un taux de croissance, vous aurez des accroissements de revenus, vous aurez de l'emploi pour vos enfants et vous sortirez de la médiocrité actuelle. Donc, le discours positif, il est parfaitement clair. Et j'ajoute même que le chemin que je propose, avec François Bayrou d'un côté, avec Manuel Valls de l'autre, c'est le seul chemin pour refabriquer de la prospérité dans notre pays. Mais bien sûr, vous pouvez avoir raison. Le déclin peut continuer, faute d'affirmation de la vérité par le monde politique français, faute de volonté du peuple français d'entendre ce discours. Mais le modèle allemand que vous nous proposez et que François Bayrou nous propose, pensez-vous qu'il soit réellement exportable? La modération salariale, il faut entendre ce que ça veut dire. Ça veut dire demander à des salariés français qui sont déjà sous-payés de se serrer encore davantage la ceinture pour permettre aux entreprises d'investir dans l'espoir de retrouver un niveau de compétitivité digne de celui des Allemands et des Scandinaves. Mais les Allemands partaient, les salariés allemands partaient de beaucoup plus haut que les nôtres. Donc on a pu leur demander ces sacrifices. Ils les ont acceptés. Maintenant, ils en recueillent les fruits. Mais nous ne sommes pas dans cette situation. Nous ne sommes ni des Allemands, ni des Scandinaves. Nous n'avons ni l'État social-démocrate aussi développé que les Suédois, ni les niveaux de revenus qui étaient ceux des Allemands et qui n'ont plus aujourd'hui. Alors, est-ce que vous croyez vraiment que c'est acceptable par le salarié français moyen aujourd'hui, vu la situation qu'il vit, de lui dire, écoutez, les marges des entreprises sont trop faibles, augmentez les profits des entreprises et serrez-vous la ceinture et demain, ça ira mieux? Premièrement, aujourd'hui, nous avons des niveaux de salaire qui ont rejoint les niveaux allemands. Donc, nous sommes dans la même situation que les Allemands, alors que nous n'avons pas le même appareil industriel et la même capacité de production. On n'a pas les mêmes parasols. Pas les mêmes parasols. Vous me donnez l'occasion. Je suis méditerranéen. J'achète des parasols chez moi, dans le Midi, pour mettre sur ma terrasse autour de ma piscine. Ils sont soit allemands, soit suisses. Des parasols allemands ou suisses, pour mettre au soleil du Midi. Je veux dire... On n'est pas capable de fabriquer des parasols dans ce pays. Donc. Et deuxièmement, je n'ai jamais proposé de baisser les salaires. Je dis simplement, cet effort vers l'investissement, cet effort de mettre l'accent sur l'avenir plutôt que sur le présent, il implique que pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, le pouvoir d'achat individuel n'augmente pas aussi vite que par le passé. Mais comme de toute façon, si on ne fait pas l'effort, on stagnera et le pouvoir d'achat n'augmentera pas, je dis peut-être qu'il y a un moyen d'investir pour l'avenir et de sortir de cette espèce de médiocrité à laquelle nous sommes condamnés si nous ne changeons pas de politique. Pardon, Alain Gérard. Alain Gérard Slama, vous ne voulez pas un peu nous aider à sortir de ce qu'on pourrait appeler, dans ce dialogue entre Brice Couturier et Jean-Pierre Levade, une sorte d'angélisme social-libéral? Non, pas du tout, parce que, je ne vous aiderai pas à sortir, ça veut bien que j'enfonce plutôt que je ne sors, moi, des problèmes. J'ai jamais été capable d'en résoudre aucun. Mais cela dit, en l'occurrence, l'économie politique, elle est de plus en plus politique.
Or, il y a un système politique qui ne fonctionne plus, c'est celui que vous venez de décrire malheureusement, c'est-à-dire le système du compromis social-démocrate. Qu'est-ce que c'était que le compromis social-démocrate? Ça consistait à dire aux salariés, et c'était essentiellement politique, vous avez confiance dans le pouvoir, nous vous demandons un moratoire, c'est un peu ce qu'a fait Schröder, dans les retraites ou dans l'évaluation des augmentations de vos salaires. Et effectivement, il y avait 3 parties en cause qui s'engageaient mutuellement. Aujourd'hui, ces 3 acteurs, c'est-à-dire l'État, le patronat et les syndicats ouvriers, malheureusement, ils ne sont plus crédibles et ils ne sont plus en état de négocier les uns avec les autres. Donc, vos solutions sont parfaites sur le papier, mais vous voyez donc, cher Marc, c'est pas une solution que j'apporte. Et alors, du coup, on en arrive à des choses comme inscrire dans la Constitution l'équilibre budgétaire, par exemple. Bon, qui me paraît, à moi, une chose aberrante. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais politique économique, étant politique, doit être souple. On ne doit pas lier les générations futures, en particulier. Donc, je pense que la voie que vous suggérez, qui était déjà celle, d'ailleurs, que du rapport sur l'endettement, qui était signé par Christian Blanc et quelques autres, bon, il me semble que, hélas, le pouvoir politique la souhaiterait autant que vous, mais il n'arrive pas à la mener à bien. Alain Gérard, je ne crois pas. Je ne crois pas que le pouvoir politique actuel, en tout cas, soit lucide. Je n'entends rien sur la compétitivité de l'appareil productif français ou sur sa perte de compétitivité. Une fois de plus, disons des choses simples. Chaque fois que nous achetons 100 à l'étranger, nous ne vendons que 85. Donc tous les ans, nous ajoutons 15 de soldes négatifs qui viennent grossir notre dette. Il est très clair qu'on ne peut pas continuer comme ça. Le pouvoir politique en place n'en est pas conscient, ou n'ose pas le dire. La force d'opposition traditionnelle, la gauche traditionnelle, la gauche keynésienne, si je puis dire, entre guillemets, n'en est pas consciente non plus. Je ne parle encore moins de la gauche de Chevènement ou de Mélenchon. Là, on est dans la régression la plus totale. Et donc, c'est pour ça que si je transpose notre problème au niveau politique, je dis, et là, je rejoins François Bayrou, même si j'ai pris un peu de distance, je dis, il faut une majorité nouvelle. Il faut casser les cadres actuels de la politique française. Alors, je sais, c'est très difficile, c'est peut-être utopique, mais à nouveau, ou nous faisons ça, ou nous continuerons à décliner. Alors, et après tout, Schröder l'a fait. Oui, mais encore une fois, le centre en France est faible. Et j'ai l'impression que la voie que vous défendez, c'est celle du centre. En France, on se trouve dans la situation suivante. La droite se contente de poser toujours plus de rustines sur un pneu crevé et présente les nouvelles recettes de poche de l'État comme un plan d'économie. Mais elle ne veut pas réaliser, comme vous le dites, que c'est notre modèle qui prend l'eau. Mais la gauche, que vous avez rejoint, parce que c'est votre famille d'origine, elle nourrit quand même le mythe du trésor caché parmi les riches. Or, c'est vrai que si la France est pauvre, les Français sont riches et que en taxant le patrimoine, on peut tenir encore une décennie, d'après certains économistes, comme Éric Le Boucher dans Les Échos il y a encore quelques jours. Donc effectivement, pour l'instant, il n'y a pas de consensus politique. Alors moi, j'ai l'impression que derrière votre discours, en fait, il y a une tactique politique. J'ai l'impression que vous vous situez dans la perspective des législatives après une victoire de la gauche et que vous dites que la gauche au pouvoir, pour mener une politique de rigueur, aura besoin d'une alliance très large qui inclura le centre et que donc vous souhaitez en réalité une alliance entre la gauche au pouvoir et le parti de François Bayrou, parce que vous imaginez que c'est la seule solution. Et que donc vous situez exactement à la jonction entre cette droite de la gauche, Manuel Valls, et le centre de François Bayrou, mais c'est faire un pari sur l'avenir. Est-ce que c'est bien ça que vous avez en tête ? Oui, sauf que n'étant pas un homme politique, je ne me préoccupe pas du tout des législatives ou de qui sera Premier ministre ou même président de la République demain. Vous rêvez quand même de l'alliance avec Bayrou que vous venez de quitter et le Parti socialiste qui est votre famille d'origine. Oui, pourquoi ? Parce que je constate que les deux seuls endroits de l'échiquier politique où ce discours de redressement est tenu, c'est par François Bayrou de manière très claire et par Manuel Valls de manière extrêmement claire également. Et je pense que ce n'est pas complètement un hasard si François Hollande est aujourd'hui le favori de la primaire socialiste. Parce que c'est quand même du Parti socialiste traditionnel celui qui assume le mieux
y compris en image vis-à-vis de l'opinion publique, la notion d'effort et de lucidité. Donc je regrette encore que son langage manque un peu de clarté à mes yeux, mais j'ai un peu d'espoir, disons. Mais Jean-Pierre Levade, pour mener une politique de rigueur à gauche, je le disais, il faut toujours, et Schröder l'avait fort bien compris, une majorité très large. Les Allemands ont mené souvent des grandes coalitions CDU-SPD quand ils ont voulu passer ce type de réforme. Là, vous savez bien, si la gauche doit mener une politique de rigueur, et c'est probablement ce qu'elle fera, elle devra avoir un front, comme on dit, un front de classe très large. Il inclura peut-être Bayrou, c'est à voir, parce qu'on a reçu ici quelques invités qui nous disaient que Bayrou, en fait, était tenté par une alliance à droite. Nous verrons bien. Mais il faudra aussi inclure la gauche de la gauche. Mélenchon sera ministre. Croyez-vous que Mélenchon, ministre de quelque chose dans un gouvernement de François Hollande, accepterait la politique de rigueur telle que vous venez de nous la décrire depuis le début de cette matinale? Vous rappeliez tout à l'heure, c'est un souvenir historique malheureusement un peu ancien maintenant, que j'avais été l'un des artisans de la politique de rigueur de 82-83. Si je me souviens bien, à l'époque, il y avait 4 ministres communistes au gouvernement. La gauche est arrivée en 81 avec un parti communiste qui était beaucoup plus puissant que le malheureux Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? On a appliqué une politique qui finalement, après les quelques mois d'euphorie initiale, est devenue une politique complètement responsable. Vous savez quand est-ce que l'économie française est le mieux portée en termes de résultats, d'équilibre extérieur, de marge des entreprises? 1988, gouvernement présidé par Michel Rocard, Premier ministre, qui a encaissé les résultats de 7 ou 8 ans de désinflation compétitive. Donc la gauche de la gauche, il ne faut pas grossir l'obstacle. Chevènement ne pèse plus rien. Mélenchon, il remplit la fonction tribunicienne. Je crois qu'il est moins puissant aujourd'hui que ne l'était Georges Marchais en 81. Enfin, il y a 2 choses qu'on peut faire aujourd'hui, c'est réduire la dette et le déficit, mais il y a aussi l'idée que si on va trop loin dans la réduction du déficit, on va casser la croissance. Et cette idée, elle n'est pas seulement défendue à gauche, mais aussi à droite. Tout récemment, il y a eu une tribune de Guénaud dans Le Monde qui disait ça, ralentir le rythme des efforts, sinon nous allons casser la croissance. Il n'y a pas que l'OFCE pour tenir ces discours, il n'y a pas que les keynésiens. Si vous me donnez Guénaud comme exemple de macroéconomiste lucide... Il y a l'OFCE qui tient le même discours depuis toujours. Bien entendu, mais l'OFCE a toujours été keynésien jusqu'au bout des ongles. Monsieur Jean-Paul Fitoussi, que je connais très bien, a toujours défendu l'idée que les États, ça ne faisait jamais faillite et que la dette, on pouvait la croître tant qu'on voulait. Donc il a été à gauche, il a été à droite, il sera conseiller de n'importe quel pouvoir qui aura envie de continuer à s'endetter. Je m'excuse de cette violence verbale, mais nous sommes en train de disparaître de la scène mondiale, si nous continuons à nous comporter comme des cigales irresponsables. Nous avons tous les atouts, nos réussites, une fois de plus, dans l'industrie aérospatiale, dans l'industrie du luxe, montrent que nous sommes capables de relever le défi. Ce défi, il faut le généraliser sur la totalité de notre appareil productif. C'est pas très compliqué à comprendre. Qu'est-ce qui se passerait si la France perdait son triple A, le triple A qui lui permet de continuer à s'endetter à des taux relativement bas, à des taux quasi allemands, d'ici les élections présidentielles, ce qui peut arriver? Eh bien, je dirais comme ça, en ordre de grandeur, 1 point de plus sur les taux d'intérêt, c'est-à-dire comme notre dette représente presque en ordre de grandeur 100% du PIB, 1 point de PIB de plus. Il faut serrer la ceinture d'un cran de plus. C'est soutenable ? C'est soutenable, mais c'est soutenable. Mais beaucoup de choses sont soutenables, mais ça deviendra de plus en plus difficile. Je préférerais que la France garde son triple A en faisant des efforts immédiatement, ce qui allègera d'autant les efforts à faire par la suite. Pour vous, il faut augmenter les impôts ou il faut baisser les dépenses? Les deux. Les deux, aurait dit Monsieur de la Palisse. Les deux, aurait dit Monsieur de la Palisse. Quand vous voulez restaurer un budget, vous faites les deux. Pour réduire le solde négatif, vous diminuez les dépenses et vous augmentez les recettes. Il est 8h35 les matins de France Culture. C'est l'heure du coup d'œil de Thomas Cluzel. Bonjour Thomas. Bonjour Marc. Rebonjour. Coup d'œil spécialement adressé à Monsieur Perlevade avec un dossier dans l'Express où il est écrit en gros et en jaune « Dette, les coupables ». Oui, comme c'est original. L'Express, donc le nouveau tabloïd français, comme chacun sait, qui écrit « Un journal qui dit la vérité, même si elle est désagréable, rend service à ses lecteurs. » Sur les déficits et sur la dette de notre pays, l'Express a donc décidé de dire la vérité dans tous ses détails et de dire qui nous a menés à cette situation catastrophique.
Alors au rang des coupables, il y a les exécutifs de droite comme de gauche qui depuis 30 ans ont trop dépensé et pas assez réformé. Il y a les corporatismes et les privilèges indécrochables sans su de la richesse publique. Et il y a aussi les Français qui ont continué à profiter de l'État-providence sans s'assurer de sa pérennité. Mais plus encore sans doute que de savoir quels sont les coupables, la question qui intéresse aujourd'hui les Français de savoir s'il existe une solution au problème de la dette française. Oui, répond Christine Cardellan, toujours dans les pages de l'hebdomadaire, et de préciser donc pour commencer, pourquoi croyez-vous que les Japonais, bien plus endettés que les Grecs et dépossédés de leur triple A depuis longtemps, ne sont pas la cible des marchés financiers ? Eh bien, ce traitement de faveur n'est pas dû à leur économie florissante. Le Japon est en crise depuis 20 ans et il l'était bien avant l'Europe. Alors la raison est simple. Les spéculateurs ne s'intéressent pas seulement à la dette en valeur absolue, ni même au rapport entre la dette du pays et son PIB, mais ils jugent aussi son taux de croissance, sa volonté politique, d'équilibre budgétaire et surtout la nature de ses créanciers. Or, on le sait, mieux vaut devoir de l'argent à sa grand-mère qu'à un banquier ou à un parrain de la mafia. Et là, l'évidence éclate. Les Japonais, ces épargnants nés, détiennent 94,4% de la dette de leur pays, contre 29% pour les Grecs et 33% pour les Français. Voilà donc la solution, selon Christine Cardellan. La dette française doit être souscrite par les Français et non par ces investisseurs internationaux qui, au final, nous tiennent. Alors cela n'aurait rien de révolutionnaire, puisqu'à l'époque de Pinet ou de Barre, les emprunts étaient souscrits par les Français. Mais aujourd'hui, c'est vrai que ni vous ni moi n'achetons en direct des obligations assimilables du Trésor. Les banques se les gardent ou les revendent à des SICAV. Et si l'on demande à nos politiques, mais pourquoi refusez-vous d'envisager cette solution ? Eh bien, ils répondent que cela coûterait plus cher à l'État. Alors, au taux actuel, rien n'est moins sûr, du moins si l'on ne verse pas de commission de distribution aux banques, qui nous doivent bien cela. Faut-il en déduire que nos gouvernements cherchent à protéger ces banquiers à qui nous devons notre présente infortune ? Et Christine Cardellan de conclure, on finira vraiment par croire que le système a été conçu pour faire la fortune de la sphère financière au détriment des États et des épargnants. Jean-Pierre Levade. Je voudrais encourager l'Express, qui est sur le bon chemin, à faire un pas de plus. Pourquoi les Japonais ont une dette qui est entièrement domestique ? C'est une très bonne question à laquelle, malheureusement, les gens ne réfléchissent pas assez. Pour une raison très simple. La balance commerciale japonaise est excédentaire. Donc les Japonais n'ont pas besoin de l'épargne étrangère. Au contraire, ils prêtent de l'argent à l'étranger. Et donc le déséquilibre japonais est un déséquilibre complètement interne. L'État est trop endetté, mais l'épargne japonaise finance l'État japonais. Tandis que nous, et là on retombe sur notre problème de compétitivité, notre balance commerciale depuis plusieurs années est structurellement déficitaire. Donc nous ne pouvons pas nous passer aujourd'hui, dans l'état de compétitivité où nous sommes, de sous-compétitivité, nous ne pouvons pas nous passer de l'épargne étrangère. Donc le rêve de l'Express, c'est-à-dire un déficit public financé intégralement par les épargnants français, ça implique d'abord qu'on restaure la compétitivité de notre appareil productif. Il faut que l'Express monte d'un cran. Alors justement, j'ai l'Express sous les yeux parce que je l'avais moi aussi acheté comme Thomas Cluzel ce matin. Et qu'est-ce que j'y trouve ? Je trouve que les investisseurs étrangers possèdent 67,7%, le chiffre est très précis, de la dette française. Et le journaliste de l'Express écrit un peu plus loin, alors je fais comme Thomas Cluzel, ma petite revue de presse à moi aussi. À l'évidence, la France s'est mise dans la main des marchés financiers. Et ça, c'est une question pour vous, Jean-Pierre Levade. Les politiques ont-ils intérêt à le dire au risque d'accroître le sentiment de leur impuissance dans l'opinion publique ? Parce que c'est bien ça dont il est question. Normalement, dans ce pays, comme on le dit, c'est la politique qui gouverne au marché et non pas l'inverse. C'est la politique qui tient l'économique et non pas l'inverse. Or, si vous dites la dette publique est entre les mains de l'étranger, nous sommes menacés comme on vient de le dire, d'une rétrogression de la note de notre dette qui risquerait d'augmenter considérablement les intérêts que nous versons pour elle. Ça veut dire que les politiques, en réalité, ne peuvent plus rien décider du tout. C'est un discours désespérant. Et en tous les cas, ça ne peut pas être un discours de gauche. Pas du tout. Je suis en désaccord total avec vous. Quelle est la matière première de la sphère financière ? C'est la dette. Si vous n'avez pas de dette, vous n'avez plus de finance. La finance, sa matière première, c'est de la dette. Si vous fabriquez trop de dettes, vous avez nécessairement dans une économie une sphère financière qui est hypertrophiée. C'est ce qui nous est arrivé. Nous sommes dans la situation où nous avons fabriqué par nos déséquilibres économiques, internes et externes, trop de dettes.
Et donc, au lieu de dire simplement il faut que la politique commande au marché financier, ou je crois Ségolène Royal, il faut que les banquiers obéissent, ou Arnaud de Montebourg, il faut mettre les banques sous tutelle. Je dis, mais si vous êtes des politiques responsables, vous allez d'abord réduire les déséquilibres qui font que nous alimentons sans arrêt la stock de dette. Si vous voulez réduire la finance, il faut revenir à l'équilibre économique, à l'équilibre de compétitivité. Commencez par faire comme le Japon. Commencez par mettre la compétitivité à un niveau tel qu'on n'ait plus de déficit de commerce extérieur. Après, on pourra mettre de l'ordre dans nos affaires. Est-ce que vous allez jusqu'à dire qu'il y aurait une complicité entre les banquiers qui ont intérêt à voir la dette des États grossir parce qu'ils y font leur pelote, et puis les États dépensiers eux-mêmes? Bien entendu. Bien entendu. Ce couple-là, c'est un couple à deux. Ils ont dansé le tango depuis 30 ans à deux. Les États disaient la dette, c'est pas important, on va en trouver tant qu'on voudra, ça nous permettra de financer du faux pouvoir d'achat. Et les banquiers, on leur demande de prêter. Le métier d'un banquier, c'est de prêter. Donc quand on lui demande de prêter, il prête. Et ensuite, on lui dit ah ben non, vous savez, vous avez prêté, mais c'est la politique qui commande, alors on va pas vous rembourser. C'est un peu rapide. Et surtout, si ça se produit, ça crée des dégâts considérables. Il y a aussi autre chose, il y a une perspective plus historique qui est qu'à l'occasion de cette crise, nous réalisons qu'il y a une tectonique des plaques dans le monde et que les économies des pays avancés sont en train de perdre leur avance par rapport à celles des pays émergents qui montent. Et ça, nous n'y pouvons rien, c'est un mouvement historique. Et l'Europe, de ce point de vue-là, est en tête des pays qui vont progressivement perdre leur leadership, qui l'ont déjà perdu. Donc finalement, est-ce que cette façon de vivre à crédit qui a été celle des ménages américains et de certains États européens jusqu'à présent n'a pas été une façon d'amortir le choc d'une rétrogradation de nos économies et de nos sociétés et de nos cultures qui finalement a permis de passer ce cap? Alors pourquoi le déplorer à ce point? Ça nous a permis de vivre encore 10 ans confortables. À nouveau, je voudrais corriger votre appréciation. Vous avez raison sur les taux de croissance. Il est normal que des pays qui partent de beaucoup plus loin que nous en termes de niveau de richesse aient un taux de progression, aient un taux de croissance très fort, s'ils sont bien organisés, ce qui est le cas en termes économiques de la Chine, du Brésil ou de l'Inde. Mais en revanche, si vous regardez l'ensemble européen, je le divise en deux parties, l'Europe du Nord, l'Europe du Sud. Malheureusement, étant méditerranéen, j'appartiens plutôt à l'Europe du Sud. Qui est charmante en qualité de vie. Mais bon, l'Europe du Nord, de la zone euro, Allemagne, Pays-Bas, Autriche, Finlande. Vous prenez cet ensemble de pays, le taux de chômage est très inférieur à celui de l'Europe du Sud. Le niveau de déficit budgétaire est inférieur. Les marges des entreprises y sont supérieures. Le niveau de protection sociale est supérieur aussi. Le niveau de protection sociale est également supérieur. Donc, et enfin, quand vous rapportez l'excédent commercial de cette zone, vous allez trouver que je suis obsessionnel. Quand vous rapportez l'excédent commercial de cette zone Europe du Nord à son PIB, est-ce que je peux vous dire qu'il est supérieur à l'excédent commercial de la Chine par rapport au PIB chinois? Donc vous voyez qu'on peut parfaitement relever la compétition internationale, même quand on est un pays développé et même quand on est européen. Donc, ce que vous nous dites, c'est mettons-nous à l'école des Nordiques et des Allemands. Absolument. Est-ce que la société française est prête à ce genre de saut ou est-ce qu'il n'y a pas des facteurs culturels qui expliquent aussi pourquoi les Allemands ou les Scandinaves ont pu faire opérer ce genre de réforme sans heurts? Par exemple, il y a un certain consensus social chez eux qui n'a jamais existé chez nous et qui n'est pas prêt d'exister. Alors là, certainement, il y a sûrement des facteurs de ce type, mais je vais utiliser un joker. C'est plus mon domaine de compétence. Je ne suis pas sociologue, je ne suis pas historien. J'ai mon petit avis sur la question, mais c'est un avis qui est tellement superficiel. Oui, j'ai lu Weber comme tout le monde. Bien sûr, ils ont eu la chance, si j'ai bien compris, d'avoir été protestants à un certain moment de leur histoire. Je n'ose demander à tous les Français de se convertir. Mais je leur dis, rétablissez votre compétitivité.
En dehors des facteurs culturels, il y a aussi une histoire. Il y a une histoire longue qui fait que dans notre pays, la lutte des classes a été quand même assez grave, que les Allemands, eux, depuis le congrès de Bad Godesberg, ont des sociodémocrates qui sont des partisans de l'économie sociale de marché, que nous, c'est une conversion chez nous qui est encore en cours dans la gauche française et qui est loin d'être acquise. Donc la situation politique ne nous permet pas, enfin, c'est une petite reproche que je vous fais, il y a une situation politique qui ne permet pas de se mettre comme ça directement à la traîne, à l'écoute de réformes qui ont sans doute réussi chez les autres, mais qui, encore une fois, paraissent difficilement transposables telles quelles chez nous pour ces raisons politiques que j'indique. Je vais vous répondre sur le fond, parce que je pense que pour mobiliser un peuple, pour lui redonner de l'espoir, pour lui donner un peu d'ardeur, d'esprit d'entreprise, il faut une vision, il faut un grand projet. L'Allemagne, prenez l'Allemagne au lendemain de la guerre, c'était le désastre absolu, total, y compris moral. Donc ils ont eu un défi formidable, qui était d'une certaine façon un défi de survie, à la fois dans la vie matérielle et dans l'ordre moral par rapport à ce qui leur était arrivé. Ils l'ont gagné. Deuxième défi, 89, si je ne me trompe pas, la réunification allemande. Défi considérable en termes, cette fois-ci, matériels. Ça leur a coûté beaucoup d'argent. L'Allemagne de l'Est était un pays dont la productivité était extrêmement basse. Ils ont relevé le défi, ils ont souffert pendant 10 ans, plus de 10 ans. On a cru à tort qu'on les avait rattrapés en productivité. Et donc nous, on a désarmé, si je puis dire, à ce moment-là, avec les 35 heures. Ils ont relevé ce défi, ils sont maintenant sur une très bonne trajectoire. Je pense qu'on a besoin de la même vision, du même défi collectif. Il me semble qu'on en a un possible. C'est celui du changement de notre modèle de développement. On sait très bien qu'on a besoin de lutter contre le CO2, qu'on a besoin de changer tous nos modes de production, qu'on a besoin de changer nos modes de vie, qu'on a besoin de fabriquer un développement durable, un développement écologique. Qui c'est qui théorise ce défi en termes positifs? Personne. Même pas les écologistes eux-mêmes. Donc, on a la matière pour fabriquer un vrai projet industriel qui nous permette non seulement de rétablir notre compétitivité, mais d'adapter la société française à ce que sera l'état écologique du monde de demain. Pourquoi on n'est pas capable de le relever? Il faut créer une banque pour les petites et moyennes entreprises, comme le titre Les Échos, disant que sans doute Sarkozy est en train de créer une super banque pour les PME avec donc CDC Entreprises, Oseo et les fonds stratégiques d'investissement vont être réunis pour créer une structure unique de financement pour les petites et moyennes entreprises. Oui, c'est information de la Tribune. Hein. Je voudrais rappeler, là aussi de manière historique, qu'on a commencé par détruire tous les instruments qui existaient et qui étaient spécialisés. Qui ? On avait les pouvoirs de droite en général, c'est-à-dire des pouvoirs très libéraux pour des raisons idéologiques. On avait le Crédit National, qui était un instrument spécialisé de financement des investissements des entreprises, quelle que soit leur taille. On avait l'Institut de développement industriel, qui était un instrument spécialisé de prise de participation dans les PME, dont j'ai eu l'honneur d'être administrateur pendant longtemps. Tout ça a disparu. Et maintenant, on se dit, on est dans le vide, il faut recommencer à recréer. Recréons.